Hop, ça va encore bien ce truc. Sinon. Bon. Allez, 30 secondes. A priori, je suis plus ou moins prêt. Pas complètement, évidemment. Hop. Ok. Hop, ça va être bon. Partir du principe que c'est bon. Allez, cette fois on peut y aller. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 16 janvier déjà. Ça passe trop vite. On a déjà fait la moitié d'un mois. Un truc de fou. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Je continue de me débattre un peu avec ma santé, mais ça c'est... Petit revival de 2024, tout va bien. Bref, sujet de ce soir, on va parler de sauvegarde. Et une fois n'est pas coutume, une solution française, hein, Cocorico. Solution qui s'appelle Placard. Écrit de manière bizarre, donc les développeurs sont un peu joueurs. Et alors je ne suis pas le premier à faire la découverte de cette application, hein. Il y a des gens plus connus et plus influents que moi qui ont déjà fait la découverte. Mais la plupart du temps, c'était à chaque fois sous Windows, sous Linux, pardon. Et le fait est que moi j'ai besoin de retrouver un outil de sauvegarde pour Windows, en l'occurrence, parce que le fameux PC sur lequel je stream continue de me faire chier à chaque démarrage parce que il peut pas installer la dernière version de Windows 11, parce que il faut que je mette à jour le firmware d'un SSD. Avant de mettre à jour le firmware du SSD, j'aimerais bien sauvegarder ce qu'il y a dessus. J'ai beau être relativement confiant dans la procédure, on sait jamais. Et j'avais plus d'outil de sauvegarde pour mon PC de bureau Windows. Donc du coup, euh, se pose la question, quel outil? J'avais vu passer Placard, j'ai vu qu'ils ont une version Windows, donc je me suis dit pourquoi pas le tenter, d'autant qu'en plus, Placard peut sauvegarder notamment sur du S3. Et si vous me suivez un petit peu, on a fait quelques épisodes sur le sujet du stockage objet, notamment en lien avec l'actualité autour de Minayo, qui était jusqu'à récemment la solution reine, entre guillemets, pour les gens qui voulaient faire du stockage objet auto-hébergé. Bon, voilà. Ce ne sera pas Minayo, hein, on va pas se mentir. Mais on va regarder pour faire autre chose. Voilà, que dire d'autre? Que dire d'autre? Est-ce que je m'excuse encore vraiment d'avoir mis autant de temps à faire la publication sur YouTube du live de la semaine dernière? Peut-être. Je... Faudrait pas hésiter si vraiment je prends trop de retard, parce qu'en vrai, même si ça n'a pas été publié samedi-dimanche, ça aurait pu être publié plus tôt, je pense. Et juste le début de semaine, j'étais tellement claqué que le soir, je débranchais pas mal. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? On a un nouveau follower qui est arrivé il y a 6 jours, MKNode 1394, bienvenue. Je ne sais pas si tu es là ce soir, on verra bien. Euh, Le fait est que j'annonce pas forcément souvent les sujets à l'avance. Celui-là m'a été soufflé. Au début, je pensais continuer, reprendre Argo CD, parce que rétrospectivement, je me suis rendu compte que j'avais quand même à peine effleuré la surface du truc. On n'avait même pas eu le temps de retester une synchro automatique, etc. Parce que bah, j'avais mis un peu de temps à comprendre à quel point j'étais con quand je modifiais un fichier de conf. Ça a l'habitude, hein. Mais donc, et en fait, un des intérêts de Argo CD, c'est pas de le faire via l'interface web, c'est de le faire aussi via l'aspect contrôleur, c'est-à-dire avec des objets cubes, etc., des objets que vous pouvez gérer dans Git de manière centralisée et compagnie.
Euh, Bref, ça... mais voilà, on m'a glissé le sujet placard, placard plus S3. J'ai dit, ah, le fait est que je dois me sauvegarder mon Windows. Il serait pas temps de se pencher sur le sujet. Et du coup, ça va me permettre d'avancer ce soir sur le déploiement aussi de S3, donc de Garage en l'occurrence. Autre solution française, encore une fois Cocorico. C'est très Cocorico ce soir, hein. Je fais pas spécialement exprès, mais pourquoi pas. Euh, donc de stockage objet que je dois déployer sur mon NAS via Portainer. En gros, on lui file le Docker Compose plus ou moins. On va filer le Docker Compose que j'ai utilisé pour faire mes tests en local et je le balance sur le NAS. Voilà, il n'y a pas plus, y a pas à chercher plus loin que ça. Et donc l'idée, c'est de croiser les doigts pour que Placard soit capable de l'exploiter. C'est ce qu'on va voir. J'ai été prévenu, a priori, par un des développeurs que la version Windows, la peinture du support Windows était encore très fraîche, avec pas mal de bugs. Donc on n'est pas à l'abri d'un fail qui serait lié à la fraîcheur du logiciel. On va voir comment ça se passe. Si déjà on arrive jusqu'à configurer un bucket S3 directement sur Garage et compagnie, ce sera pas mal. Et de toute façon, je vais pas non plus... j'ai même pas préparé de dossier exprès, donc je pense que je vais faire un truc à la con, genre sauvegarder le dossier image, supprimer une image et tenter de la restaurer, on va voir un truc comme ça. Vraiment le truc basique de chez basique pour vérifier la puissance du truc. Si je l'ai pas sous la main là, mais pour ceux qui voudraient aller plus loin dans le sous-jacent, les performances, logiciels, etc., je sais qu'Adrien avait fait quelque chose de beaucoup plus poussé sur le sujet. Moi, j'ai envie de rester sur un aspect vraiment pratique de configuration, en particulier pour du Windows. Parce que ça, pour le coup, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait encore vu. Et, euh, et puis voilà. Comme d'habitude, avant, il y a eu plusieurs choses en termes d'actualité. Je me suis quand même restreint. Le premier truc, c'est Free. Enfin, on voit des fuites de données quasiment tous les jours en ce moment, c'est infernal. Il y en a dans tous les sens. On a parlé de la semaine dernière du cas Doctolib, où en fait, c'était pas Doctolib le problème, c'était des entreprises qui avaient récupéré des données de Doctolib qui avaient été sorties de Doctolib pour être mis dans d'autres systèmes, et ces autres systèmes-là qui se sont fait attaquer parce qu'ils étaient moins sécurisés. Voilà, voilà. Et donc, bah, alors c'était il y a plus d'un an maintenant, où Free s'était fait éclater, et il y avait quand même 24 millions de contrats avec, sur certains, des IBAN. Donc l'IBAN, hein, pour ceux qui voient, c'est l'identifiant qui permet de cibler votre compte en banque, et à partir de ça, que vous pouvez créer des prélèvements sur des nouveaux abonnements, etc. Donc pour faire de l'usurpation d'identité, des paiements frauduleux, ce genre de choses, c'est un bonheur. Comment? Et donc on a enfin... Le problème, c'est qu'il faudrait que la CNIL se réveille sur plus de dossiers que ça. Mais Free a été condamné, et c'est pas une petite condamnation parce qu'on parle de 42 millions d'euros. Voilà, donc 27 pour Free Mobile, 15 pour Free. Et d'ailleurs, si vous voulez la blague, entre guillemets, pour dire à quel point euh, ces données ont été exploitées, alors, a priori, pas mon RIB, hein. Pour l'instant, mon compte en banque va bien, et j'ai rien de tendancieux qui est apparu dernièrement. Mais mon beau-frère m'a contacté parce qu'il a reçu un SMS d'un truc qu'on connaissait pas, à mon nom, avec mon adresse mail, mais sur son numéro de téléphone Free Mobile,
parce que je lui paye une ligne mobile, pour participer à un truc pour des aides auditives. Alors, j'ai plus les oreilles d'un gars de 20 ans, mais j'en suis pas encore au besoin d'aide auditive. Pas déconner. Et les yeux, ça va pas tarder dans quelques temps. Ça, pour le coup, potentiellement en 2026, il y aura un petit passage. Il y aura un petit passage orthoptiste ou ce genre de choses. Ça commence à être moins clair. Comment? Donc oui, voilà, Free a écopé d'une énorme amende pour justement ce défaut de sécurisation de la CNIL. Il y a quand même eu plus d'un an de procédure, hein, malheureusement. Euh, C'est quand même l'État qui touche le pognon, donc les rares qui vont se faire réellement emmerder à cause de ça, euh, bon, bah... voilà. Bref, on croise les doigts pour que ça réveille un peu certains et qu'ils se bougent le cul pour qu'on arrête de voir des fuites de données tous les jours. Voilà, voilà. Aussi, Blue Sky a annoncé qu'ils étendaient une fonctionnalité bêta pour afficher qu'on est en direct. Et au début, j'ai vu ça, là, ils l'ont publié hier, mais je voyais pas la fonctionnalité, je trouvais aucune ressource sur comment l'utiliser. Et au détour d'une ouverture d'onglet, il m'a mis un petit pop-up. Hey, coucou, vous pouvez tester le truc. Et ouais. Oh, du spam. Ouais, 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 bah c'est pas grave, on va bannir. Non, bannir, hein, bannir les mauvais messages. Hop. Euh, Comment? Donc en fait, j'ai eu un pop-up qui me dise hey, ça y est, la fonctionnalité elle est activée. Et effectivement, en fait, sur mon profil, donc on voit que c'est marqué en direct. Et en gros, vous avez un nouveau truc qui s'appelle modifier le statut en direct. Vous pouvez dire que vous êtes en direct, vous pouvez mettre le lien. Alors pour l'instant, c'est principalement Twitch. C'est de la bêta, ils sont en train de peaufiner la fonctionnalité, ça pourrait éventuellement merder aussi. Et en fait, c'est vous déclarez que vous êtes en direct, vous déclarez pendant combien de temps, donc ça change automatiquement le statut à la fin. Ça c'est cool. Comme moi, qui ai quand même un profil de durée de diffusion de stream relativement bien cadré, voilà, là j'ai mis jusqu'à 23h30, normalement ça devrait aller. Et, euh, et donc ça affiche qu'on est en direct. Voilà. Je trouve ça cool. Euh, Il y en a plein qui sont déjà en train de dire eh, pitié, YouTube, YouTube. Donc oui, bah, YouTube, ça viendra après. Puis s'il y a d'autres plateformes qui doivent être implémentées, il faudrait qu'il y ait d'autres plateformes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si vous voyez ça dans votre flux, quand vous passez dessus, vous voyez, vous pouvez cliquer directement là-dessus, et hop, quand vous cliquez, ça vous renvoie vers la page. Voilà. Euh, Bon, à côté de ça, on attend toujours après les sondages hein, sur Blue Sky. Chose sur lequel je serais bien tenté en 2026 d'essayer d'explorer ça. Pour ceux qui savent pas bien, en fait, Blue Sky, à bien des égards, a un aspect plus facilement décentralisé, entre guillemets, que Mastodon. Et vous avez notamment une particularité du protocole qui est utilisé, la possibilité d'héberger soi-même le serveur de données qui concerne vos messages. Et je serais curieux d'explorer cette idée cette année. Je sais pas quand. Potentiellement quand on aura des journées de plus de 5h30 de soleil, parce que là en ce moment on a vraiment l'impression que ça se lève trop tard et ça se baisse trop tôt. Mais donc je serais curieux d'explorer ce truc-là sur Blue Sky à un moment donné. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre?
Ah oui, pour ceux... Alors, pour ceux qui savent pas, qui suivent pas forcément l'actualité du matériel, en termes de NAS, notamment, donc de stockage réseau, là, depuis 1 an et demi, 2 ans, on a de nouveaux acteurs qui ont décidé de se lancer sur le créneau. Le premier que j'ai vu passer, moi, c'est pas un acteur que je m'attendais à voir arriver dessus, parce que c'est Ugreen, donc Ugreen, qui est plutôt une marque qu'on a l'habitude de voir sur toute la partie alimentation, chargeur mobile, câblerie qui va avec, ce genre de choses. Et ils ont annoncé une gamme de NAS qui a un certain intérêt. Et un autre acteur qui, lui, quand même, est déjà connu, notamment pour les mini-PC, donc qui est Minis Forum, qui a sorti une gamme de NAS avec notamment des processeurs Ryzen un peu énervés. On est quand même sur du Ryzen très récent. Et qui nous sort un NAS 5B plus 3 M2. Donc on commence quand même un port PCI Express X16. Donc si vous voulez rajouter une carte dedans, une carte graphique dedans, allez-y. Vous pouvez y coller jusqu'à 96 Go de RAM et il y a deux ports LAN, deux ports Ethernet, 10 gigabits et 5 gigabits. C'est préinstallé avec un OS qui s'appelle Minis Cloud, mais comme c'est un PC, techniquement, vous pouvez faire ce que vous voulez et installer un autre système sur le papier. A priori, c'est supporté. Donc c'est un format NAS en termes de châssis, d'agencement, etc. Mais et ils ont sorti une version R parce que là plus légère avec plus de plastique dedans, avec le même Ryzen 7 que pour le N5 classique. Par contre, le 539 €, c'est sans la RAM. Avec la RAM, c'est 719. Donc on sent bien les problèmes actuellement, hein. On est en plein dedans, et malheureusement, comme c'est un processeur récent, c'est forcément de la DDR5. On a vu récemment des moves et des communications qui indiqueraient que euh, certaines entreprises comme Asus seraient en train de rebooster leur production de plateformes AM4. Donc aussi bien pour Intel que pour AMD. Donc AMD, ça veut dire les Ryzen 5000, 3000, 5000, mais honnêtement, ça sert à rien d'aller prendre un 3000 maintenant, sauf à vraiment le toucher vraiment pas cher. Les 5000 font très bien le boulot. C'est encore très solide à l'heure actuelle, même sans X3D pour le jeu ou quoi que ce soit, hein. On reste sur des plateformes solides. Euh, et comment? Et c'est de la DDR4 parce que bah, les unités de production DDR4 seront un peu moins en tension, un peu moins, que les unités DDR5. Euh, il n'empêche qu'à partir du moment où il y a des gens qui sont désespérément en besoin de plateformes avec beaucoup de mémoire, s'ils ne trouvent pas en DDR5, ils vont prendre ce qui traîne, et ce qui traîne en premier, ce sera de la DDR4. Donc forcément, il y aura concurrence. Mais il y a plus facile à trouver d'en acheter et de la recevoir. Ça, c'est un aspect particulier. Donc le fait est qu'en ce moment, et aussi douloureux que ça puisse paraître à dire, même avec 16 Go de RAM et à 700 €, ce NAS N5R est une bonne affaire. En termes de rapport qualité-prix, a priori, et surtout même de prix de manière globale, parce que essayez de trouver de la DDR5, 16 Go de DDR5 en ce moment, si vous faites 719 ou un 539, vous verrez que vous tombez pas dessus, hein. On est sur des chiffres beaucoup trop graves, entre guillemets, pour... Donc voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Sinon, en dernier, il me restait quoi? Ah oui, allez, dernier truc, je vais pas parler de tout. On a une faille complètement délirante sur les... Comment? Les exécutions de sécurisées de machines virtuelles sur les processeurs AMD et qui, a priori, se fait sauter avec un seul bit. Bon bah voilà.
Faudrait que je relise le détail si j'arrive à comprendre quelque chose, mais c'est pas fou. Non, ce dont je voulais parler, c'est je surveille un jeu, qui sera peut-être pas le prochain jeu que je vais faire parce que j'en ai d'autres sur la liste avant, mais euh, un point and click qui s'appelle The Drifter, dont j'ai fait la démo et qui m'avait un peu tapé dans l'œil. Euh, Ils viennent d'annoncer qu'ils rajoutaient des sous-titres en français. Une des particularités, c'est qu'avant, on n'avait que l'audio en anglais. Ça, dans plein de petits jeux indés, c'est assez fréquent. Mais on n'avait même pas de sous-titres français jusque-là. Et là, ils viennent d'annoncer, ça date du 12 janvier, qui nous en rajoutaient. Et... Et une des particularités, moi, que j'avais remarqué pour le jeu, c'est qu'il est aussi sur GOG. Là, on est sur Steam. L'annonce, elle avait été faite sur Steam. Et le jeu est aussi disponible sur GOG. Alors, on voit que c'est pas le même prix en termes de réduction, hein, mais bon, ça, c'est pas... Quoi. Mais malheureusement, ben, on n'a que l'anglais et l'allemand. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas la version mise à jour avec le français sur GOG encore. Je surveille pour voir si ça va tomber, mais voir poser la question, je sais pas quand à qui. Parce que ce serait un peu dommage de passer à côté. Pourquoi? Parce qu'une des particularités de la plateforme GOG, c'est de sortir des jeux sans DRM. C'est-à-dire que si vous achetez le jeu, vous le téléchargez, vous le gardez, et en fait, vous pouvez le relancer quand vous voulez, vous pouvez le réinstaller quand vous voulez, et je pourrais vous... Je les ai peut-être pas avec moi, mais il y a des trucs qui doivent être encore chez ma mère, où j'ai des superbes boîtes de jeux PC que je ne peux plus installer parce que la protection anti-copie qui est dessus dépend de serveurs qui n'existent plus. J'ai donc des jolis jeux en boîte sur PC que je ne peux pas utiliser. Donc là, les avoir sans DRM, c'est cool, mais il faut quand même faire attention, parce qu'on peut avoir ce genre de drift. Alors j'attends un petit peu, hein, c'est peut-être juste un délai de publication, mais... Ou alors ils ont oublié qu'ils avaient publié sur GOG, ce qui m'emmerderait vraiment, franchement, parce que ça vaut le coup. Donc, et GOG, pour ceux qui connaîtraient pas bien, c'est une boutique qui a été créée par CD Projekt, qui est la boîte de dev qui a fait les jeux The Witcher et Cyberpunk 2077. Et historiquement, c'est une boîte qui a toujours été contre les protections anti-copie. Et donc, un des trucs, alors Good Old Games, il y a Old dedans, donc un des intérêts, c'est de sortir aussi des jeux qui datent à mort. Genre, j'ai récupéré Flatout il y a pas mal de temps. J'en ai quelques autres comme ça. Euh, mais voilà, c'est des jeux où il n'y a pas de protection anti-copie. Là, typiquement, vous avez Steam, garde la main sur votre bibliothèque. Déjà, le jour où vous ne pouvez plus vous connecter, bon là c'est à peu près la même chose, vous pouvez plus vous connecter à GOG, et si vous n'avez pas tout téléchargé pour tout garder, sauvegarder, etc., tant pis pour vous. Mais, comment? Mais même une fois connecté, si vous êtes connecté, Steam a la possibilité de vous retirer un jeu de votre bibliothèque s'il y est contraint. Et même si vous l'avez téléchargé, si vous avez une fonction de sauvegarde dans Steam, si vous ne sauvegardez pas, c'est foutu. Enfin, même sauvegarder, c'est pas forcément réinstallable si le jeu doit être retiré de la boutique. C'est très très rare pour le coup, mais Steam a le contrôle dessus. Donc voilà. Bref, je surveille, mais c'est pour dire que quand vous voyez un jeu acheté sur GOG, c'est bien, mais c'est pas encore la panacée. On peut encore avoir des petits glitches dessus sur le fait qu'il y a des jeux qui sont pas forcément aussi bien euh, mis à jour que sur Steam. C'est dommage, mais
On pourrait discuter de l'expérience utilisateur pour les développeurs quand ils publient sur une plateforme. Je pense qu'il y a peut-être des choses à revoir, à voir, peut-être tout court, simplement. Pas à revoir, mais à voir tout court, au niveau de GOG, pour faciliter la vie des développeurs sur le sujet. Et peut-être que ça pourrait améliorer les choses. D'ailleurs, GOG, dans l'actualité, ils ont fait deux choses. La première, c'est que maintenant, la plateforme est redevenue la plateforme est indépendante. Donc avant, elle appartenait à CD Projekt. Et donc c'était géré en partie par des équipes internes qui sont actuellement en train de bosser sur The Witcher 4, donc qui ont autre chose à foutre. Et en fait, c'est un des fondateurs de CD Projekt, qui était parti faire d'autres trucs entre-temps, qui est revenu entre guillemets, dans la partie, et qui est dit... et qui a racheté, en fait, la plateforme. Donc a priori, on n'a absolument aucun souci à se faire pour GOG, parce que bah, le gars est aussi anti-protection, anti-copie, etc. Et par contre, dans l'annonce de tout ça, c'est que, pour ceux qui ne savent pas, GOG a un client qui s'appelle GOG Galaxy, qui permet un peu de gérer sa bibliothèque en mode Steam. Donc là, en termes d'expérience utilisateur, c'est un peu plus pratique que d'aller sur le site web et d'aller dans sa liste de jeux, et de cliquer sur un jeu, et de télécharger à la mano l'installateur, pour ensuite, ouais, vous voyez, un Call of Juarez, quand je disais que j'avais les vieux jeux, hein, flashback, aïe, bobo, et Beyond Good and Evil, bonjour. Mirror's Edge, j'ai réussi à l'avoir. Bah, vous voyez, celui-là, je l'ai en version boîte que je peux pas installer. Voilà. Star Wars Racer. Mon dieu. Bref, tout ça pour dire... vous avez un client qui s'appelle Galaxy, et ce client n'existe pour l'instant que pour Windows, et ils sont en train de plancher. Il n'y en a pas de calendrier, mais sur une version Linux de Galaxy. Ça pourrait être cool. Bon, j'avais dit que je ferais rapide, et puis finalement, ça fait une demi-heure. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est toujours... Non, ça, je vous l'ai dit, je vais pas en reparler. On va dire que je radote le marasme de support NPU par AMD, c'est une catastrophe. Bref. Placard. Placard est donc une entreprise française enregistrée à Paris. Ce qui est très rigolo, c'est que j'ai vu un truc... Parce que placard, on voit très bien le jeu de mots avec le placard en français, hein, l'armoire, entre guillemets. Oui, voilà, l'entreprise, a priori, qui héberge le site web, s'appelle Camp de base, mais on voit bien Camp de base en français, hein, ça a l'air d'être un autre jeu de mots bien, bien rigolo. À Paris aussi. On a l'air sur des amateurs de jeux de mots un peu... voilà. Bon, ce qui est rigolo, hein, en soi, hein, moi ça me va bien. Hein. Bref. Euh... Alors, qu'est-ce que je voulais, moi? Tac, 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 oui. Téléchargement de la solution pour Windows. Alors, donc à prévenir, Windows, version, enfin support préliminaire. Peinture fraîche, on n'est pas à l'abri d'avoir des soucis. Euh, Avant qu'on s'en charge, avant qu'on le télécharge, etc., je vais réactiver Portenaire, parce que je crois qu'il est plus activé, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Donc je réactive Portenaire, parce on va en avoir besoin. Euh, Alors... euh, Oh. Oh, 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 oh. Euh,
ah. Ok. Alors, est-ce que j'aurais fait ce genre de débilité? Non plus. Wouhou! Bon, bah finalement, on va peut-être pas utiliser portée d'air. Euh, Ah bah ça commence bien si je dois déjà... Alors, est-ce que quelque part... Ah! Ah, j'ai pas l'air con. Euh... euh, J'ai un vrai problème avec ma souris, hein, punaise. Tiens, je suis pour parler matériel pendant que je suis en train de chercher si j'ai quelque part les identifiants de partenaires parce que sinon je les retrouve pas et je suis dans la merde. Pour ceux qui... J'ai actuellement une G502 Hero de chez Logitech, qui a même pas 5 ans. Et le clic droit me fait déjà des misères depuis plus de 2 ans, même 3, je dirais. Peu pénible pour un matériel qui normalement devrait durer plus longtemps que ça. Et là maintenant c'est le clic gauche qui m'emmerde de la même façon. Et le fait est que bah, je réfléchis à remplacer, mais je sais pas par quoi. Donc si vous avez des suggestions. Sachant qu'une des fonctionnalités qui me plaît bien sur cette souris, c'est les 2 boutons supplémentaires que j'ai à gauche du clic gauche. Quand je parle pas des boutons latéraux sous le pouce, hein, je parle vraiment qui sont juste à côté de mon doigt. Euh, Parce que dans plein de jeux, j'ai des problèmes, moi, à utiliser la molette pour changer de flingue, et donc du coup, plutôt que d'utiliser la molette pour changer de flingue, j'utilise ces boutons-là. J'avoue que c'est assez intéressant, mais le problème, c'est que si je dois reclaquer une G502, ça m'intéresse pas forcément. Même si ça permettrait de gagner du temps parce que je pourrais réutiliser le même profil. Euh, mais alors, j'essaye de retrouver si j'ai des trucs qui traînent, mais j'avoue qu'a priori, c'est mal barré. Quoique. Ah ah! J'ai peut-être trouvé des trucs. J'ai une clé d'API pour les... Oui, mais non. Donc a priori, j'ai le format pour utiliser les volumes persistants, machin, etc. Je vais pas retrouver le mot de passe, ça va me casser les burnes. Je l'ai pas, et... et là j'avoue que ça va me gaver si je le retrouve pas.
919, 990. Moi j'étais sur 943, c'était quoi le truc? Ah, je l'ai peut-être. Je l'ai peut-être. Oh la vache! Ouf! Bon, allez, on se sauve d'un désastre. C'est déjà ça de prix. Bon, en fait, il m'a changé de port. Salut... Oui, 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 non, mais je me doute bien, oui, mais bon, Voilà. Hein. Là, bah, à partir du moment où tu peux shell dans le conteneur, oui, j'imagine bien que reset admin doit y avoir ça. Mais, tac, 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 Docker stop, portainer, machin. On a un helper reset password. Ouais, 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 ouais. Méthode 2. C'était lancé dans une machin. La même avec le helper. Ça passe toujours par un helper, il se fout de moi ou il n'y a pas moyen de le faire autrement? Bon, bah, c'est pas grave. Bon, j'imagine que le helper, il est à peu près disponible sur autant d'architecture, hein. Parce que là, moi, c'est déployé sur un NAS avec un processeur ARM, hein, faut pas oublier. On est donc sur un nœud local. Il m'avait gardé une stack Minayo, c'est n'importe quoi. Hop, allez, remove. Ça, c'était les tests qu'on avait fait il y a 2 ans pour tenter d'exploiter l'API de Portainer pour déployer une stack. Voilà, autant dire, je ne vais pas tenter le diable. Ce que je vais faire, hop, c'est de retourner dans mon fichier compose, reprendre mon compose de garage. Je vais tenter de vérifier un peu ce qui se passe. Et en fait, voilà, là, je vais avoir besoin de volume. Et donc, ces volumes-là vont être... Minayo, le bon projet qui ne l'est plus. Tout à fait. Donc en fait, ces deux volumes-là, il faut que je reprenne une syntaxe pour ne pas utiliser des volumes euh, Docker, mais, euh, mais directement des volumes système. Et donc... alors, le problème, c'est que j'ai deux conteneurs, du coup. Comment je peux... Faut que je reprenne la Docker Compose, là, pour le coup. Hop. Alors, comment... Ouais, non, c'est ça, voilà, il faut que je les déclare... Ah oui, c'est une connerie, j'ai écrit au mauvais endroit. Ok, hop, alors... Alors, je vais quand même avoir un problème, il va falloir que je gère le fichier de conf. Le fichier de conf, lui, il est en local pour l'instant. Il va falloir que je le déplace. Ça va pas être simple, cette histoire. Alors, parce qu'en gros, il faut faire un truc comme ça. Il va me falloir un... Voilà.
Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Alors, du coup, et là je pense que je vais copier la conf ici et que je vais créer... Ça marche sur ASH ça? Enculé. Vas-y, data, meta, ça marche ça? Oui, voilà, on va faire comme ça, c'est plus simple. Du coup. Et donc copier la conf. Copier la conf. Alors oui, hop. De toute façon, hop, j'ai fait une connerie. Ah oui, mais non. Oui. Ouais, voilà, ce sera mieux. Ce sera mieux. Juste pour vérifier que côté... Ouais, côté... Ok, côté truc. Token, on est bon. Ensuite, on a du coup le data, le méta. CP. Compose. On va l'appeler stack parce que comme ça, je peux le gérer comme il faut. Et donc là, voilà, ça va pas être le volume nommé, ça va être directement slash share, slash docker, slash euh, garage, slash data. Ici. Oh, salaud. Hop, méta pour méta. Et du coup, la conf docker garage garage.toml vers le fichier de conf. Voilà. Et donc, je fais n'importe quoi. Je vais y arriver, hein. Hop, voilà. Cette section-là ne sert plus à rien. Alors, on a du garage 2.1. Est-ce qu'ils nous ont sorti une nouvelle version depuis On est toujours sur du 2.1. Ok. Ok. Alors. Donc on est bon, a priori. Du coup... Bah, on est bourrin, on va le tenter direct, hein. Alors non, c'est ça. Ajouter une stack. Upload. Select file. Linux. Home. Git. Environnement de variable.
Elles sont déjà dedans. L'access control, on s'en fout pour l'instant. Faut que je lui donne un nom. Donc là, on peut rajouter des variables d'environnement ou l'eau d'un point en et ça écrasera. D'accord. On n'en est pas là-dessus. Je l'entends bien gratter, le gaillard. Hein. Donc c'est qu'a priori, il a pris. On est là. Toi, je vais te fermer parce que j'ai besoin. Garage 1, ok. Garage Web UI, ok. A priori, les ports sont bien ouverts. Et donc... Status unavailable. Ah. Alors, il nous dit quoi? Layout not ready. Donc là, il nous dit qu'il crée un SQLite database machin. Il nous dit qu'il initialise les workers. Ah oui, merde, je suis con. Alors. Est-ce que j'aurais fait cette connerie Non, il a bien réussi à créer les fichiers. Ah oui, c'est exécute en route, d'accord. Ok. J'avais pas vu ça. On a bien le garage marqueur qui a été créé, mais c'est bizarre parce que du coup... Uh-huh. Ah oui, c'est vrai, il y avait cette histoire. Fallait rajouter, créer une zone et rajouter une zone. Oui, non, ça c'est... hop. Type something to add. Pour créer... Est-ce qu'on avait un nom de zone à créer en particulier? Je me souviens plus. Hmm. On va aller, tiens, on s'en fout. Hein. Non. Ouais, on va retourner le faire à la main. Hein. Capacité, on s'en fout. Tag, on s'en fout. Ah, si, il faut. Vas-y, 100 gigs, on s'en balèque. Ouais, vas-y, applique. Allez. Voilà. 100 gigas pour du stockage objet. Hein. Alors, en vrai, le fait est que la zone, normalement, il faut que je la... Si je fais mes vraies sauvegardes avec ça,
faut que la zone soit plus élevée. Parce que j'ai plus de 100 gigas à sauvegarder de dossiers potentiels sur le Windows. Là, c'est pour un essai, de toute façon, il y a des choses rares, il y aura des choses à revoir. Typiquement, là, le garage, on avait vu, la Web UI, en l'état, n'a pas de sécurité. Donc elle a besoin d'être protégée d'une manière ou d'une autre. Là, pour les besoins de ce soir, je passe encore à côté parce qu'on a autre chose à foutre. Mais par défaut, il n'y a que du Basic Authentication qu'on peut rajouter en option. C'est un peu léger, ce sera mieux que rien. Sur du local chez moi, a priori, ça suffira. Parce qu'il n'est pas prévu que ce soit exposé. Donc, voilà. Bon, bah du coup, cette fois, si je prends le dashboard, voilà, cette fois, on a un nœud, un storage node. Bon, je sais pas pourquoi il nous dit on n'a pas le chiffre actif. Je crois que c'est parce qu'on n'est pas en mode cluster, donc on s'en fout. On a 256 partitions par défaut, parce que pourquoi? Voilà. Euh, on va se faire un bucket. Backup PC. Voilà. Et il n'y a rien dedans. Maintenant, on va se créer une clé qu'on va appeler placard Windows. Voilà. Donc, on va se copier dans un coin, on va se prendre des notes. Alors, si c'est pour se prendre des notes, on va pouvoir le faire normalement. Hop. J'ai beaucoup trop de choses. Il y avait ça. Euh, Nouvelle note. Donc, on va faire key ID. Hop. Create ID. Hop. Et du coup, si je manage dans les permissions, on ajoute une clé. Et on va faire du honneur pour pas s'emmerder. Quoi qu'il me semble que... attends, si on fait ça... Ah oui, non, c'est ça, sélection, il faut supprimer la clé, la reprendre, et faire ça si on veut pas être emmerdé. On n'a pas d'objet dedans, c'est normal. Website access, on n'en a pas besoin. Du coup. Alors, on a... Donc il nous faut aussi le nom du bucket. C'est backup PC. Hop. Alors. Bon, bah, a priori, on a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut. Téléchargeons. Placard. Qu'y a-t-il dans ce tar GZ? On a le man et un placard.exe. Ok, donc a priori, on est sur quelque chose d'assez minimaliste. On n'est pas sur une installation logicielle, on n'a pas d'interface web. Ça, je m'y attendais, hein, de toute façon, vu la documentation. Donc, on va aller se foutre ça. Dossier local. Dossier local, utilisateur, moi-même. On va se créer un dossier placard, on va pas s'emmerder. Alors, nouveau dossier placard, et on va foutre le bordel là-dedans. Voilà, voilà. On va se faire... Est-ce que j'ai ouvert un terminal? Sauf que du coup, il me l'ouvre sous Linux. Donc non. C'est pas grave, on va faire ça. On va s'ouvrir un PowerShell, puisque c'est sur PowerShell. Et on rentre dans placard, pardon. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de tirer L.
Voilà, voilà. On a donc un placard.exe. Donc si je fais un placard.exe version placard 1.06, parfait. Donc voilà. On est prêt. On va pouvoir commencer à regarder comment configurer notre bucket comme backend de placard et tester notre premier backup. Si j'ai bien compris, il faut commencer par ajouter un package. Ah, merde. Pas de bol. Ça, j'avais pas lu. Il faut être logué. Faut être logué à placard. Oh. Oh non, j'aime pas ça. Pitié, faites pas ce genre de choses. Parce que là, si je tente ça, il va me... Là, si on fait ça... Il demande un login. Oh. Ça veut dire qu'il faut qu'on se crée un compte. Ah non, c'est nul, ça. Sinon, il faut se le builder. Il faut avoir un Go toolchain compatible avec la version de placard. Donc ça veut dire que placard est écrit en Go, a priori. J'avoue que c'est quelque chose sur lequel je me suis pas... C'est ça. Du coup, j'utilise quelle version de Go? 1.24. Alors non, c'est pas ce que je voulais. Euh... Allez, soyons fous. On va être un bourrin, on va s'installer du Go pour Windows et on va voir comment il s'en sort. Hop. Ok. Alors, je sais pas pourquoi, vous voyez, mon clic droit me l'a fait faire 2 fois. Hop. Alors, bah oui, du coup, il essaye de cloner le truc. Alors là, ça va commencer à être long et chiant, là, si jamais on fait ça. Parce qu'il y a du Git Windows, mais ça va être long.
commence à faire beaucoup là, hein. En vrai, on s'en fout, hein, c'est pas des trucs pénibles, mais... Ouais, voilà, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Non, surtout tu fais pas ça. Ça, on s'en fout. Euh, hop. Tu prends main. Oui. Oui. Hein. Check out Aziz. Ouais, parfait. On s'en fout. Windows Default Console Window. Fast Forward, on s'en fout. Pas de Credential Helper parce que je n'ai pas prévu d'en utiliser. File System. Si tu veux. Ah, ça va être pénible, je le sens bien ça. Donc ça déjà, premier point négatif. Ce système de plugin, il faut s'inscrire. C'est non. Hop. Alors, du coup, on relance le truc. Tu vas me dire qu'il va pas le trouver. Ah oui, d'accord. Ça, faut relancer un shell. Bah, du coup, c'est pas grave. Non, c'est pas ça que je vais faire, quoi. Voilà, on copie-colle la commande. S'il y a que ça, hein. Alors, bah oui, du coup, il cherche make, donc là, c'est mort. Donc, a priori, bien, ça, quand je disais que c'était frais, je m'attendais pas à ce que ce soit ce point-là. Euh... Alors, est-ce que... Parce que manifestement, ce qui fait... C'est cloner ce truc-là. Est-ce qu'on peut dire à Go de builder le... comment? Pour une autre architecture que celle sur laquelle on est en train. Par exemple, là, je... Admettons que je veuille builder sous Linux, est-ce que je peux lui dire de builder directement le binaire Windows? Il me semble que oui, hein, mais j'avoue que pour l'instant, j'ai pas encore fait assez de Go pour me dire oui, c'est comme ça que ça marche. Oh la vache, il y a du monde, hein. Ouais, du coup, ils fournissent que le code source. Euh,
Là, de toute façon, on a que le make all. Ouais, c'est ça. Je suppose que... Ouais, ceci dit, même si je faisais le... Quoique non, une fois qu'on a le pétard, en fait, on fait ce qu'on veut. C'est très rigolo de dire ça. Parce qu'en gros, on peut créer l'archive et ensuite on dit machin. Mais le problème, c'est comment on cible Go, build for another platform. Donc j'imagine que c'est... Bon, pitié... Ouais, c'est ça, faut viser... avec les variables, faut dire... Go OS Windows et Go Arch... Ok. Donc si le Go Arch, on n'y touche pas parce qu'il décide de le faire automatiquement, on pourrait tenter de le faire sous... Alors, les messages qu'on avait tout à l'heure, il nous dit fail to clone machin. Ah oui, et du coup, en fait, il récupère dans le... Il récupère ce truc-là, on a ce dossier-là. Non, pas nouveau. On peut faire des onglets maintenant, on va pas s'emmerder avec... On a dit que c'était dans... AppData Local Temp. Oula, encore du ménage à faire là-dedans. D'accord, donc il nettoie le build... ok. Parce que je le vois pas là, c'est bizarre. Juste pour la blague. Sinon... Ok, il y a un mec pour Windows. Qui date de 2006. Putain, quel enfer, c'est pas du tout mis à jour. Euh... Non mais jamais de la vie ça marche encore ça, parce que ça... oui, j'imagine que c'est même pas. Mis à jour en 2015. Oui, non mais ça on sait. Euh...
je peux me faire chier à installer chocolaté juste pour installer make, faut pas déconner non plus. On va commencer à faire beaucoup. Euh... Mais du coup, juste pour la blague... Est-ce qu'on a un truc Ah, bah voilà, c'est parfait. Mais on sait quand ça date, cette connerie Hmm. Alors, on va peut-être éviter d'abuser. Non, mais en vrai, je pense qu'on va le tenter comme ça. On va tenter de le builder, de faire builder le pétard sous... Hop. Sous Linux. Faut juste que je vérifie. Bon, on va la faire à l'ancienne. Alors, hop. Ce sera très mal rangé, mais c'est pas grave. C'est quelle version de Go que j'ai téléchargé déjà? 1.24.12. Voilà. Ah, normalement, moi j'ai déjà la commande make. Non! Sérieux là? Je pensais avoir déjà make. Autant pour moi. Alors j'aurais pu installer juste make, hein, mais autant que j'installe tout ce qui va avec, parce que sinon je sens que ça va être la merde la prochaine fois que je vais tenter de builder un truc à la mano. Donc on a dit, si on veut builder un truc, il faut faire un GoOS égale Windows. Mais si je vise pas l'archi, est-ce qu'il va reprendre la même? Alors déjà, ça c'est bien si on le fait comme ça. Non, je vais le tenter comme ça plutôt. Export GoOS égale Windows. Et je vais retenter... Oh là, oh là là, oh là là. Change to directory before doing anything. Ok, donc c'est ça. Ah oui, bah du coup j'ai... Couillon. Oh, je vous jure, c'est intérêt à marcher à la fin. Non, en vrai, ça me surprend pas. Ah, bah j'avais déjà... Ok, d'accord. Du coup, ça va être make-grand C. Intégration S3.
Je suis déconnecté depuis combien de temps? Oh putain, j'ai pas fait gaffe, ça fait 1 heure que je suis déconnecté. Et j'ai pas de sauvegarde. Vous n'avez rien vu. Oh, le fail total. J'ai eu effectivement une déconnexion. Euh... Oh, cet enfer. Est-ce que quelqu'un m'a prévenu? Non. Euh... Oh, quelle horreur. Bien, donc j'ai perdu 1 heure de ce que je viens de faire. Ce qui veut dire qu'en gros, je vais même pas pouvoir publier comme il faut. Euh... Bon, techniquement, j'ai fini. Et ça marche. Tant pis. Putain, 1 heure, quoi. Pourquoi je l'ai pas vu plus tôt? Et du coup, il m'a fait quoi, ce couillon Ah, attendez, faut que je regarde un peu ce qui s'est passé exactement. Je vais vérifier combien de temps j'ai perdu, surtout. Parce que là, j'avoue que... J'avoue que je pète un peu un câble, hein. Alors, je vais regarder vite fait, vu que là... Je vais regarder exactement où ça a coupé. J'étais en train de pleurer du sang. Ah putain, ça a coupé à la fin du build du... Ah ouais, d'accord. Alors, donc en gros, il y a tout perdu. Voilà. Alors, comme ça, c'est fait. Euh, Vous n'avez vu ni les succès, ni les fails. En gros. Donc ça a coupé, j'étais en train de tenter de builder le package S3 pour Windows, mais sous Linux, parce que sous Windows, il manque trop d'outillage. Il nous manquait Git, il nous manquait Make, il nous manquait Go, ça a pu être installé aussi. Donc en gros, je n'arrivais pas à... hop. Je cherchais comment... Voilà, on y arrive. Builder. Donc en fait, j'ai buildé pour Windows le package S3. Je l'ai copié. Je l'ai installé, du coup, sur placard Windows. J'ai réussi à créer le closet sur le bucket S3. Je vais faire le résumé parce que putain, ça me casse les couilles. Euh, Bon, j'ai pleuré un peu de sang parce que il me fallait une passe-phrase. Donc j'ai créé une passe-phrase. Une fois que j'ai créé un bucket. Donc effectivement, bon, alors, je me suis un peu planté sur le chemin, mais euh, j'ai filé un chemin et du coup, il m'a fait la sauvegarde de ce chemin.
J'ai testé l'UI. Alors, normalement, je l'ai encore visuellement, même si elle fonctionne plus. Local qui me permet de parcourir le backup. Jusque-là, tout va bien. Euh, Et, euh, et j'ai pu réimporter ce même closet sous Linux et restaurer le dossier sous Linux avec les images que j'avais sauvegardées. Et avant de me rendre compte que j'étais déconnecté au bout d'une heure, voilà, parce que pourquoi gagner du temps, parce que j'ai récupéré la connexion il y a une heure, hein, et je viens de m'en rendre compte, hein. Je viens de faire une heure de live dans le vide, et en plus, comme je m'enregistre pas, je peux le montrer à personne. C'est un bonheur. J'ai donc... J'étais en train de parcourir la doc. Alors, c'était pas un porting, du coup, c'était le restore pour dire on peut rajouter un chemin à l'ID du snapshot quand on restore. Donc, depuis la commande restore, on peut ne sauvegarder qu'un chemin dans tout le snapshot. Admettons par exemple, je sauvegarde tout mon dossier user cboss 666. Je veux restaurer que mon profil Firefox, parce que c'est souvent le plus important. Je peux passer à la commande restore l'ID du snapshot et le chemin vers le profil Firefox pour qu'il prenne le profil Firefox. Et pas l'intégralité du snapshot. Donc c'est pas mal. Et je voulais quand même lancer un truc un peu... Oui, voilà, j'avais lancé un Windirstat pour essayer de choper un dossier un peu vénère. Alors, peut-être pas VirtualBox. Oliama, c'est peut-être beaucoup. Ah, je sais pas, hein. Euh, J'ai pas un entre-deux, quoi. Oh, ah, et puis ça, c'est des blobs en plus, ça passe compressé. Oh, allez. 25 gigas? Non, peut-être pas quand même. Oh, le dossier de stream. Allez, le dossier de stream. Je voudrais voir combien de temps ça prend de... Alors évidemment, la passe-phrase. Là, il est 23h05. Voir combien de temps ça prend de sauvegarder 3 gigas. Il y a 108 fichiers. Ça me fout les boules. Je vais pas vous mentir, ce qui veut dire que, en contrepartie de cette heure perdue, entre guillemets, euh,
de vidéos. Je pense que je vais refaire un article de blog. Là, je vais copier-coller tout le contenu de mes consoles et je vais foutre un article de blog sur l'utilisation de placards pour Windows, avec cette contrainte de devoir builder à la mano. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, non, ça c'est du mail. 1 minute 20 pour sauvegarder 3 gigas. C'est pas dégueu, hein? Ça veut dire qu'il faut que je compte un bon paquet de temps pour sauvegarder tout le dossier. Et là, si on prend juste tout le dossier CBOS 666, c'est 380 gigas. Donc ça veut dire qu'il mettrait 5 heures à sauvegarder tout. Va falloir que... Il va falloir que je fasse un joli fichier de conf. Parce que ma source, il va falloir que je le sélectionne avec soin. Genre les modèles haut de gamme, on s'en bat les couilles. Par contre, les VirtualBox, bon ça, c'est un peu... Je sais pas encore si ça vaut le coup de les garder, c'est que des tests. Mais par contre, là-dedans, ouais, on a le local, c'est 80 gigas. Enfin, le app data, c'est 91 gigas, c'est compliqué de passer à côté. Euh, la musique, c'est 25 gigas. Ouais, bon. Partant du principe qu'il a fait 3 gigas en 1 minute 20, ça veut dire que les 25 gigas, il les ferait en 3 x 8, 24. Il faudrait un quart d'heure pour les 25 gigas. Ah, quand même, hein. Un petit peu compliqué, hein. Bon, en tout cas, voilà où on en est. J'ai pas eu de bug de chemin, mais bon, ça me surprend pas plus que ça. Ceci dit, j'ai pas testé la restauration sur Windows non plus, hein. Là, j'ai testé la restauration sur Linux. Et là, je suis à la fois fatigué et dégoûté de ce qui s'est passé. Donc, je pense... Ouais, je vais être bon pour... je vais être bon pour aller... pour copier-coller tout ça. Et... comme ça, je me les garde. Oh, j'avoue, putain, ça me dégoûte. Ça vaut presque pas le coup de le foutre sous... de garder le replay. Tellement ça me dégoûte. Oui, alors, note. CTRL N. PowerShell. Placard. PowerShell session. Hop, comme ça j'enregistre tout. Hop, placard. Linux. Session. J'ai vraiment la haine, hein. Je vous cache pas. Euh, bon, je vais pas détailler la partie garage, on s'en fout, c'est la partie placard qui m'intéresse, donc ça va être ça. À partir de là, mkdir placard, et je copie-colle tout ça.
ça va, il n'y a que 700 lignes. Ça va être un bonheur le ménage. Hop. Ouais, 1353 lignes, parfait. Allez. Surtout qu'il me l'a pris là. Il m'a pris une partie de la con, j'avais dit que la partie garage, je m'en foutais. J'étais censé prendre à partir de là. Voilà. Bon. Bon. Donc voilà. C'est une solution qui fonctionne. Faudra que je regarde comment planifier éventuellement des sauvegardes sous Windows, par contre. Ça, c'est autre chose. Sauf à les faire explicitement à la mano, parce que il faut, quoi. Euh, ouais. Je sais pas encore trop comment ça va se passer, cette histoire. Bref, encore désolé pour ce qui s'est passé. J'avoue. Ça aurait pu durer moins longtemps, la coupure. Mais j'ai mis trop longtemps à m'en rendre compte. J'ai mis quasiment 1 heure. C'est complètement con. Euh, Ce qui est dingue, c'est qu'OBS me dit qu'il n'y a aucun paquet de perdu. Incroyable, hein? Il a juste arrêté le stream. Bon, c'est une fin. Alors, c'est une fin en demi-teinte. Placard. Ça a l'air sympatoche. Quand même gérer beaucoup de choses en ligne de commande, comme beaucoup d'objets. Je m'en remettrai. C'est pas le pire que j'ai pu voir. Euh, pour le fait de devoir avoir un compte pour pouvoir télécharger les intégrations si on veut pas les builder soi-même, parce que typiquement sous Windows, on a vu que c'était compliqué. Donc, ça m'a poussé à devoir passer sous WSL, exporter les variables pour dire de cross-builder pour Windows, créer le package Windows, l'importer et ensuite pouvoir l'utiliser. C'est lourd. À maintenir, ça sera pas cool. Euh, Donc c'est un peu pénible. Je suis pas fan de ça. Sinon ça marche. Et on a les sources, donc ça se build. C'est chiant, mais ça se build. Et grâce à Go, ça se build bien. Y compris pour d'autres OS. Euh, Par contre, si vous êtes obligé de passer par l'outil pour créer le package, vous avez beau avoir les sources de l'intégration, pour créer le pétard, vous êtes obligé de passer par placard. Sinon, je sais pas quel est ce format. C'est un peu chiant. Ce serait bien d'avoir un truc indépendant pour pouvoir faire le pétard avant de pouvoir l'importer. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus, hein. Ça fonctionne parfaitement avec Garage, donc ça donne une... voilà. Et au final, on avait bricolé vite fait deux trois trucs quand on avait fait les déploiements de plats de Garage, mais on n'avait pas fait un réel usage de l'API S3 pur et dur, à part bricoler avec via WinSCP, à la mano, etc. Ou en ligne de commande vite fait. Donc le fait d'avoir un vrai usage de S3, bah, du coup ça permet de confirmer que ça fonctionne bien. Euh, que dire.
Il y a des chances qu'il me servent. Je sais pas si je vais le garder à terme, mais là, il est installé, il est fonctionnel. Je pense que je vais m'en servir pour faire le backup de mon PC. Windows, pour le coup. Comme ça, je vais pouvoir faire ma mise à jour de firmware. Tranquille. Ça m'évitera d'avoir des problèmes. Et donc, essayez-le. Si ça vous convient, si la ligne de commande ne vous pose pas de problème, si vous voulez du coup essayer de, enfin, lever des bugs, ce genre de choses. Là, on n'en a pas eu ce soir, à part moi qui ai des problèmes avec l'installation de ce package et du coup de la toolchain avec make, avec machin, etc. Donc c'est un peu chiant, mais ça se fait. Voilà. Encore désolé, je sais pas du coup si je vais... Alors je vais quand même récupérer moi les 2 morceaux de live, hein, parce qu'il y a tout le début avec justement la découverte du fait d'installer le package, l'installation du garage sur Portener, sur mon NAS, etc. Ce qui l'étape d'après que j'avais pas encore eu l'occasion de faire, parce que là du coup moi maintenant le garage il va rester en place. Et je vais commencer à utiliser réellement. On va potentiellement revenir dans pas si longtemps sur du Terraform, parce que j'ai besoin de récupérer des trucs que je fais entièrement à la main sur Hetzner. On va commencer à mettre ça dans du Terraform proprement. Pareil pour mes zones DNS. Il va falloir que je commence à traiter les choses euh, et que j'ai envie de le faire via Terraform parce que... Voilà. En particulier pour gérer les alias de domaines qui vont pointer chez moi pour des trucs exposés publiquement. Parce que là, si jamais je dois exposer un truc quand je l'héberge chez moi, il faut que j'aille dans le manager OVH, créer la zone à la main, enfin créer l'entrée à la main, etc. C'est un peu chiant. Et bah, les states de Terraform, alors OpenTofu en l'occurrence, on va utiliser les states de OpenTofu, et bah là actuellement, j'en ai stocké en local sur le PC de jeu, j'en ai en stocké sur le portable, c'est dégueulasse. Donc, Bucket S3, Terraform State, et on va glisser tout là-dedans. Comme ça, je m'emmerde plus. Bref, ce sera pas pour tout de suite, mais ce sera dans pas si longtemps, hein, potentiellement dans moins d'un mois, je pense. Que j'ai envie de vraiment m'y mettre. Sur ce, et du coup, j'ai toutes les sources, du coup, articles de blog pour expliquer l'heure perdue de ce stream. Voilà, c'est un peu dégueulasse. Je suis vraiment désolé encore de cette situation. Ça pète un peu les couilles, parce que j'aurais eu une coupure d'1 heure de réseau. Ça aurait été 1 heure de perdu, tant pis, tant pis. Mais là, j'ai continué à bosser parce que je pensais que j'étais toujours en live. Donc là, je vais aller me coucher, même si c'est peut-être pas le meilleur plan parce que là, je suis encore énervé. On va pas se mentir. Mais bon, sur ce, si vous avez envie d'aller vous coucher, vous pouvez y aller. Merci à ceux qui étaient là en début, hein, du coup. Merci aux rares qui sont en train de passer enfin. Tant pis. Désolé. Le fait est que ça a fonctionné. Mais là, c'est un peu dégueulasse en termes de... J'avoue, ça me bouffe. Ça, ça me gaffe très fort. Bref, sur ce... Donc là, du coup, ça mettra peut-être un peu de temps à arriver sur YouTube aussi, hein. Parce que là, il va falloir que je fasse en plus un mix des deux. Il va falloir que je monte tout ça. Ça va être un peu compliqué. On verra bien. Bonne fin de soirée. Bonne fin de journée si vous me regardez d'ailleurs. Bonne nuit. On se retrouve vendredi prochain, donc le 23. Euh, Qu'est-ce que je ferai du coup le 23? Bah potentiellement du coup je reviendrai sur Argo CD. Parce que je voulais creuser un peu plus Argo CD. Parce qu'on avait vraiment juste effleuré la surface du fonctionnement de la dernière fois. Donc là l'idée c'est de reprendre Argo CD et de commencer à faire un vrai flux de travail. Parce que là c'était pas vraiment ce qu'on avait fait. J'avais juste créé une application. On avait galéré pendant un moment pour connecter le cluster parce que j'étais un gros con. Là, on va reprendre les trucs dans le bon sens et on va dérouler.
Allez, cette fois, je me sauve. Que je me trompe pas de bouton. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.